2-0 pour le Paris Saint-Germain face à Liverpool, c'est évidemment la rencontre qu'on va débriefer aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est TMF, on se retrouve dans un format long, on va regarder pas mal de choses. On va avoir les compositions qu'on va analyser directement sur le site de SofaScore avec pas mal de petites statistiques. On aura le complément avec le classique, si vous ne connaissez pas, WhoScored, qui nous apporte pas mal de choses intéressantes en complément. On va pouvoir aller voir tout ça. Et puis, comme souvent désormais, j'ai mes petites fiches avec les notes brutes telles quelles. Je me suis dit, je vais vous laisser. Comme ça, vous allez voir les points que j'ai envie d'évoquer dans la vidéo. Je me connais, je vais énormément digresser. On va partir sur plein de sujets, on va parler de plein de joueurs, mais il y a des choses que je voulais être sûr de pas oublier. Et donc, les tableaux des notes de Liverpool, des notes des joueurs du Paris Saint-Germain, avec différents médias comparés pour éviter d'avoir des biais. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de faire ce format long parce que finalement, je vous ai fait un débrief dans le journal TMF de la rencontre. J'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet parce que l'idée du journal, c'est de faire des petites capsules de 2-3 minutes maximum pour parler d'un match. Or, cette rencontre entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, je l'ai trouvée hyper intéressante et surtout, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Vous voyez là les notes qui viennent de plusieurs médias. On a l'équipe, le Parisien, etc., etc. C'est pas des notes si exceptionnelles que ça pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Et vous le voyez, je le mets en première ligne. Vitinha, Nuno Mendes et Dembélé ne font pas des grands matchs d'après les médias. Je vous donnerai mon avis parce que je trouve que c'est vraiment trois joueurs qui sont pas à mettre dans la même catégorie, qui sont pas à juger de la même manière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde le Paris Saint-Germain, ils ont dominé outrageusement la rencontre. Ça se voit à travers toutes les statistiques, ça se voit à travers le résultat, ça se voit à travers le match, tout simplement. Je pense que c'est le sentiment que vous avez eu en regardant ce PSG Liverpool. Mais cette domination outrageuse, elle a même pas eu besoin d'avoir tous tes cadres dans un grand soir. Et c'est délicat de dire ça dans un format court parce que tu vas donner l'impression de dire que les Parisiens ont fait des mauvais matchs alors que c'est faux. L'idée, c'est simplement de dire à quel point c'est le collectif qui désormais est important dans l'équipe de Luis Enrique. Vous m'excuserez aussi, il fait très chaud dans mon bureau, donc je vais boire très régulièrement. On parlera aussi de Liverpool, parce que les Reds ont eu des notes un peu salées dans les médias, avec des différences médias francophones et médias anglophones. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi, parce que ça va rejoindre un débat qu'on a qui est vieux comme le monde à chaque fois qu'on a des débats footballistiques. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain a fait un si grand match qu'il a complètement fait déjouer Liverpool, ou est-ce que Liverpool a fait un mauvais match, donc forcément les Parisiens ont eu l'air bons. C'est toujours ce débat que tu as après ce genre de rencontre où tu vas avoir tendance à relativiser la performance d'une équipe par rapport à l'adversité. Et on est d'accord que c'est pas la même chose de faire un carton 5-0 face à une équipe de Ligue 2 ou face à une équipe à son prime de forme en Ligue des Champions. Mais tu as souvent un peu ce côté... relativisons les performances des grandes équipes parce qu'elles sont pas en forme. Je suis d'accord, Liverpool est pas en forme. Je pense que j'ai pas besoin d'aller développer excessivement sur cette vidéo pour vous montrer ça. Enfin, regardez-moi Liverpool, 5e de Première Ligue, les derniers matchs perdus, nuls, perdus. T'as une fessée incroyable en Cup face à Manchester City, t'as une défaite à Brighton, t'as été gagné face à Galatasaray, mais sans vouloir manquer de respect à Galatasaray, c'était une remontada que t'espérais quand même beaucoup. T'as pas été capable de t'imposer face à Tottenham, un Tottenham qui est 17e de Première Ligue. Oui, Liverpool est pas en forme. Mais il s'agit pas simplement de résumer la prestation parisienne à Liverpool, c'est des tocards, ils n'ont pas été capables de sortir un grand match, parce que finalement, je trouve qu'il y a quand même des choses qui méritent un peu plus notre attention dans la manière dont on va parler de Liverpool. Et j'ai notamment beaucoup envie de parler d'Arne Slot, parce que j'avais fait une vidéo sur Liverpool il y a de ça quelques semaines où j'avais mis en avant la faillite de leur cadre. Et d'ailleurs, Van Dijk qui était aligné, il n'a pas fait un grand match. Salah a même pas disputé une seule minute de jeu. Évidemment, il y a une faillite des cadres du côté de Liverpool, à quelques exceptions près, bien évidemment. Mais j'avais pas beaucoup développé sur Arne Slot. Et Arne Slot, dans le tableau que je vous ai fait, il y a pas la note du coach. Mais
Luis Enrique aurait eu le droit à une note absolument fabuleuse parce que je considère que c'est l'artisan majeur de cette victoire. Je vais le développer tout au long de la vidéo, mais je pense qu'il est temps de parler d'Arne Slot aussi parce que ça a été le protagoniste principal de ce Liverpool, mais pas dans le bon sens du terme. C'est parce que Arne Slot a aligné cette fameuse défense à 3 avec quelques principes tactiques qu'on va développer un petit peu, parce que c'était pas qu'une défense à 3. Il y avait des choses également notables, mais pas forcément dans le bon sens du terme, sur le marquage, sur l'approche du match. Et voilà, je vais arrêter d'épargner Arne Slot. J'ai beaucoup envie de parler de Van Dijk, j'ai beaucoup envie de parler de Mohamed Salah, de la suite de hors-saison, du recrutement de Liverpool. Mais également, le coach, ça reste l'éléphant au milieu du couloir. Bref, je vois qu'on en est à quasiment 6 minutes de vidéo. Il va être temps de rentrer dans le cœur du match. Il y a le premier but qui intervient extrêmement rapidement. Vous le voyez, c'est dès la 11e minute, tout début. C'est un but de notre cher Désiré Doué. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le match de Désiré Doué, mais pas dans le sens où je considère que c'est un match parfait. Si on se penche sur les notes, Désiré Doué, ça reste un des joueurs qui est le mieux noté, mais il est buteur. Déjà, c'est le premier truc à dire. Quand tu es buteur au cours d'une rencontre, évidemment, ta note, mécaniquement, elle va prendre minimum 1 point. Mais allez, j'ai tendance à dire que si tu es attaquant et que tu es buteur, tu peux rajouter 2 points à la note que tu aurais eue si tu n'avais pas été buteur. Et je dis pas ça en mode, du coup, les notes sont fausses. Parce que bien évidemment, c'est normal qu'un attaquant qui marque ait une meilleure note. Mais ça en dit assez long sur le match de Doué, parce que finalement, il a dans le journal d'équipe un 6, ce que je considère du coup être assez faible pour un buteur. Le Parisien est grosso modo la moyenne en général, ça va être autour de 7 pour Désiré Doué. Et je l'ai mis Doué provoquer le destin. Parce qu'en fait, vous avez vu que son but, c'était une frappe déviée. Mais comme je le mets ici, il vient pas de nulle part. C'est un joueur qui a eu d'énormes envies de faire des grosses différences. Et c'est ça que j'aime bien analyser dans les matchs de Désiré Doué. C'est-à-dire que si on regarde un peu dans les détails des stats, Désiré Doué, c'est un joueur, vous voyez là sur la petite carte des passes, qui va tenter des choses en termes de passes. Il y a quelques ratés, et encore, je trouve que c'est pas dramatique, mais c'est un joueur qui va vraiment essayer de faire des différences. Sur ses dribbles aussi, on en voit qu'il y en a pas mal. C'est un joueur qui a tenté sa chance avec 4 tirs de mémoire. 4 tirs tout à fait au cours de la rencontre. Et en fait, Désiré Doué, il a provoqué sa chance. Et c'est ce que je dis toujours, et c'est toujours ce que j'ai dit l'année dernière quand on avait des débats autour de l'avenir de Désiré Doué. Quel était son poste? Est-ce qu'on doit le mettre milieu de terrain, attaquant? Moi, le Désiré Doué que j'aime bien, c'est le Désiré Doué décomplexé, mais ça entraîne pas mal de choses qu'il faut savoir accepter. Désiré Doué, s'il n'a pas eu des notes extraordinaires au cours de cette rencontre, c'est parce que à certains moments, il pouvait sembler gourmand, à certains moments, il a perdu un petit peu de ballon, à certains moments, il n'était pas irréprochable en fait dans le jeu. Mais en fait, c'est un truc qu'il faut accepter à partir du moment où tu veux que Désiré Doué fasse parler son plein potentiel. On l'a beaucoup comparé à Neymar pour ce côté-là, je pense. Mais en fait, c'est pas simplement une comparaison avec Neymar, c'est juste que ça fait partie des joueurs qui ont besoin d'être dans la bonne équipe. En fait, Désiré Doué, il est bien tombé au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, avec toute la confiance qu'il lui accordait, parce que Désiré Doué, quand il arrive au PSG, donc l'année dernière, en provenance du Stade Rennais, qu'il arrive en tant que joueur prometteur, mais qui a encore tout à prouver au sein d'une équipe qui a un peu plus de stars quand même, il pourrait vite être perçu comme un joueur où tu dis, ok, si Désiré Doué, il est un peu trop croqué, il va jamais se faire sa place, sera jamais accepté par l'équipe. Sauf que Désiré Doué, il a besoin de ça pour réussir. Et l'année dernière, vous voyez, 15 buts, 14 passes décisives. Et en fait, la grande force du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui est paradoxalement une équipe qui apparaît comme étant très en contrôle, qui a une réputation de vouloir vraiment tout maîtriser dans les matchs, on le voit, 74% de possession, c'est d'accorder le droit à Désiré Doué d'avoir ce grain de folie au cours des rencontres. C'est vraiment le truc que je trouve hyper intéressant et qui ressort pas mal dans ce match. Et ça nous donne ses notes en fait. Désiré Doué, il va être à 6, il va être à 7, 8 pour VIP PSG que je connais pas, je vais être honnête, on m'a sorti les notes comme ça. Mais ça représente assez bien le truc. Un joueur sur lequel j'ai envie de faire le focus, c'est El Famoso Zaïre Emery.
Zaïre Emery qui va avoir une importance cruciale au Paris Saint-Germain et qui nous évite un des plus gros dramas qu'on pourrait avoir. Je sais pas comment les supporters du PSG vivent cette époque au sens large. Moi, je considère qu'un des trucs les plus agréables en tant que suiveur du PSG, parce que j'ai beau pas être supporter, le PSG est ce qu'il est en France, donc je vois à peu près toutes les news autour du PSG, je vois tous les matchs du PSG, donc un contexte médiatique un peu lourd, je le subis aussi. Mais un des trucs qui est le plus agréable au cours de cette époque, c'est qu'il n'y a plus de polémique. Et je considère que Zaïre Emery nous en évite une grande parce qu'il permet de ne pas parler d'une situation problématique qui est, attention, pause fraîcheur, je vous mets pas de pub comme M6 durant ce passage, qui est la situation de Fabian Ruiz. Genou contusionné. Et en fait, vous avez peut-être suivi l'affaire autour de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, c'est un joueur qui a cette blessure au genou. Par la suite, une inflammation, un petit peu plus compliqué pour revenir sur les terrains. Le joueur a des douleurs qui sont assez difficiles à décrypter, à analyser, à soigner. Et le joueur n'a pas envie de prendre des risques. Il y a, à mon avis, par calcul, la Coupe du Monde 2026 qu'il a évidemment pas envie de louper avec l'Espagne. J'irai pas lui faire le reproche parce qu'on peut vite tomber dans ce côté-là. Si le club est français et qu'on n'est pas de la nationalité du joueur, on va tout de suite avoir tendance à se mettre du côté du club. Il faut également comprendre le joueur. Mais même au-delà du calcul hypothétique pour la Coupe du Monde, on peut comprendre que le joueur soit un peu effrayé et qu'il ait envie de reprendre même l'aventure Champions League avec le Paris Saint-Germain qu'en étant en pleine possession de ses moyens. Et ça, on n'en parle pas trop. Et pourtant, c'est une situation, pour dire les termes, qui est bien merdique. Hein. T'as un peu le côté Fabian Ruiz, est-ce qu'il est dispo, est-ce qu'il n'est pas dispo, est-ce qu'il fait son retour, est-ce qu'il fait pas son retour. Ça date quand même, hein, parce que ce bon vieux Fabian Ruiz, je vais reprendre la petite fiche, tac. Ce bon vieux Fabian Ruiz, son dernier match, là, vous le voyez, c'était le 20 janvier. On est le 9 avril, le 20 janvier, ça date de ouf. Hein, donc ça aurait pu être une absence extrêmement préjudiciable, extrêmement critiquée. Et malgré tout, on n'en parle pas trop. Bah, pourquoi ? Parce qu'il y a ce cher Warren Zaïre Emery. Et Zaïre Emery, je vous en ai dit beaucoup de bien depuis le début de saison, parce que c'est un joueur que je trouve intéressant. Et je trouve qu'au cours de cette rencontre, il a encore une fois été impérial. Alors, je vais pas faire mon hipster du foot, hein, je vais pas faire le mec qui a remarqué la petite pépite. Moi, j'ai soutenu Zaïre Emery au moment où c'était un peu plus dur, parce que c'est un joueur que j'apprécie. Mais vous le voyez, son match remarqué, il l'a été par tout le monde, et c'est d'ailleurs le deuxième joueur le mieux noté de la rencontre. Pas besoin d'aller sur les joueurs de Liverpool pour faire la comparaison, hein. Avec Kvaratskhelia, qui est évidemment la star du match, on y reviendra. Et Zaïre Emery, il a été apprécié. Et je sais plus ce que je vous avais mis en note. Monsieur Duel, mobilité nécessaire malgré tout. Et oui, l'occasion manquée à 70e. Sur ce dernier point, on va rapidement passer. Ça aurait été jugé avec plus de sévérité s'il y avait eu 2-2, par exemple. Zaïre Emery n'a pas eu le bon geste à ce moment-là. Mais quand je parle de mobilité, sa hitmap est assez parlante. Et dites-vous qu'en plus, il a eu beaucoup de déplacements sans ballon qui ont été intéressants. Et c'est un joueur qui, au duel, a été assez impressionnant. Je sais pas si ça ressort dans ses stats défensives. Si, on voit 7 duels, 4 gagnés, mais en fait, là, on va surtout s'attarder sur l'impression visuelle, en fait. Ce Zaïre Emery, je trouve que ça a été un joueur vraiment omniprésent, en fait, au cours de la rencontre. Ça a été un joueur que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié en termes de... Alors, on va regarder en termes de passe, il est bien derrière Vitinha, ce qui est plutôt logique, c'est le maître à jouer du Paris Saint-Germain, mais il est devant João Neves. Je me le demandais par rapport à l'influence concrètement sur le jeu, en fait, sur le jeu de passe. Mais moi, c'est surtout sans ballon, en fait, que je l'ai apprécié, hein, parce qu'il a quand même touché du ballon, 71, un peu moins que João Neves, mais en fait, Zaïre Emery, c'est un joueur qui apporte un peu d'équilibre à ce Paris Saint-Germain, où avec Vitinha, avec João Neves, t'as des joueurs qui sont très en vue. Vitinha, parce que c'est un manieur de ballon qui est un peu porteur de l'ADN du Paris Saint-Germain, du jeu de possession de Luis Enrique, du jeu de position aussi de Luis Enrique, c'est un joueur qui est très à l'aise là-dessus. João Neves est un joueur spectaculaire, même sans ballon, parce qu'il a ce côté chasseur que je vous avais décrit à l'époque dans la vidéo de présentation du joueur. Et Zaïre Emery, en fait, il a plus ce côté laborieux, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas un joueur qui est un porteur d'eau pour autant. Il a une bonne qualité technique, il a un gros potentiel, il a une bonne vista, il est capable aussi d'apporter offensivement, hein, Zaïre Emery, parce que mine de rien, si on prend sa petite carrière,
Tchak, il y a 3 buts mis l'année dernière, 2 passes décisives. En 2023-2024, 3 buts aussi, 7 passes décisives. Je suis pas en train de dire que c'est Kevin De Bruyne, bien évidemment, mais je veux pas le résumer à un simple porteur d'eau. Mais un peu comme Fabian Ruiz, je considère qu'il équilibre très très bien ce milieu de terrain et qu'au cours de la rencontre, on l'a vu. Et que quand je trouve que le Paris Saint-Germain a fait une prestation collective qui mérite d'être soulignée, il y a une question d'équilibre également dans ton équipe. Et je trouve que Zaïre Emery est vraiment très très bon ici. Il a été super mobile, mais par exemple, quand tu as un Nuno Mendes qui est dans ces zones-là, qui est un joueur qui va beaucoup tenter, Zaïre Emery t'apporte un petit peu d'équilibre, donc forcément un joueur qu'on va retenir. Hein. Si on parle de Kvaratskhelia, bon, ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide parce que je suis toujours assez partagé là-dessus. Quand tu as un joueur qui fait un super match, tu peux te dire, du coup, il faut en parler longuement parce que ça a été un joueur important pour la rencontre, mais non, en fait, enfin, si, oui, ça a été un joueur important pour la rencontre, mais non, ça mérite pas qu'on en parle pendant des heures, parce que sinon, qu'est-ce que je vais vous dire sur Kvaratskhelia? Vous le savez, finalement, hein, si je reviens à la rencontre, il a tiré 7 fois de mémoire, il a été hyper efficace là-dedans, voilà, 7 tirs, en plus, à des positions de tir qui sont vraiment tout sauf déconnantes. C'est un joueur qui a été également intéressant, tac, dans les courses qu'il a fait, vous le voyez avec beaucoup de courses qui viennent de l'extérieur, où il repique à l'intérieur, où il apporte très concrètement du danger. Un petit dribble réussi qui ressort ici, c'est quand même marrant. Beaucoup de touches de balle. Franchement, ça a été un joueur qui a vraiment été très très pertinent, pas grand chose à dire. Certaines propretés techniques également dans son choix de passes, des passes assez variées. C'est un joueur que j'aime bien aussi, Kvaratskhelia, parce que il apporte beaucoup de verticalité au cours d'une rencontre, mais c'est pas de la verticalité à en crever. Est-ce que vous vous souvenez d'une interview qui, je crois, avait été publiée dans SoFoot à l'époque de Marco Verratti? Et je vais mal parler de Marco Verratti, ce qui est très rare, parce que je suis un très grand fan de Marco Verratti. Mais Marco Verratti avait sorti un truc dans cette interview, il y en a peut-être 3 d'entre vous qui vont s'en souvenir, du style chaque passe en retrait est une défaite ». Et ça m'avait fait rire parce que je trouvais que ça représentait parfaitement Marco Verratti. Mais des fois, c'est bien de faire une passe en retrait. Et en fait, Gvara, ce que j'aime bien, c'est que ça a beau être un joueur tout en verticalité, c'est pas non plus une tête brûlée. Et ce match, il est juste parfait, en fait. La petite frustration qu'on peut parfois avoir autour de Kvaratskhelia, c'est le fait que c'est pas un joueur aussi régulier que ce qu'on pourrait espérer tout au long de la saison. Là, on voit qu'il y a un petit trou en fait sur les notes SofaScore. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tu prends toute une saison de Kvaratskhelia, t'as pas forcément que des matchs à la même hauteur, au même niveau de performance, mais c'est un joueur qui, dans les grandes rencontres de Ligue des Champions, là, bon, là, face à Liverpool, il marque. Face à Chelsea, il avait marqué. Face à Chelsea, mais cette fois au parc, un doublé, une passe décisive. Auparavant, face à Monaco, il avait marqué. Enfin, si on prend ses stats dans la Champions League cette saison, c'est 12 matchs, 8 buts et 4 passes décisives. Il est juste absolument stratosphérique. L'homme des grands rendez-vous, je ne vais pas développer plus. Je pense que vous avez compris l'idée. Sur les joueurs que je juge intéressants, je vais parler de ma fameuse petite remarque que vous voyez ici. Vitinha, Nuno Mendes et Dembélé ne font pas des grands matchs. Et ça, c'est important pour moi. Alors j'ai mis attention Nuno, de très bons centres et de déséquilibre quand même, du très moyen puis du top, oui. Parce qu'en fait, vous voyez, Nuno Mendes, où est-il Ici, 6,25, ce qui n'est pas une mauvaise note, hein, très loin de là. Mais on sait que Nuno Mendes, il peut être habitué à être extrêmement bien noté, vu que c'est un des latéraux, voire le latéral gauche le meilleur au monde. On pourra débattre là-dessus. Et il fait un match en fait où il a à peu près la même note que Vitinha, mais je trouve que c'est pas du tout la même physionomie de match. En fait, on a vu un Nuno Mendes qui a été incroyable à certains moments. Il peut avoir de la passe décisive au cours de cette rencontre, Nuno Mendes. Je sais plus si ça ressort ici en termes de passes clés, de passes qui mènent à des tirs. Voilà, 3 passes clés, grosse occasion créée, 2. Nuno Mendes, s'il avait eu un peu plus de finition dans la suite des actions, pas lui, mais les joueurs qu'il a servi, il aurait pu être récompensé de passes décisives au cours de cette rencontre. C'est juste qu'au départ, c'était un peu ronronnant. Vitinha, j'ai du mal à le critiquer, en fait, honnêtement, parce que la carte de passe me fait toujours extrêmement rire. On l'a vu, hein, le nombre de ballons qu'il a touché, passe 133 sur 139. Et il y a de la passe verticale, hein, quand même dans le lot, vous voyez, mais bref.
Vitinha a pas fait un match exceptionnel, mais en fait, il a pas fait un mauvais match pour autant. Mais ce que j'aime bien en fait dans cette rencontre, c'est que Nuno Mendes, c'est quand même un joueur qui t'a apporté beaucoup de succès en Champions League. Vitinha, c'est sans doute le patron de ton milieu de terrain, malgré tout l'amour que j'ai pour João Neves, pour Fabien Ruiz, pour Zaïre Emery. Et Dembélé, bah, c'est ton ballon d'or. Donc évidemment, c'est des joueurs qui sont éminemment importants pour le Paris Saint-Germain. Et Dembélé, il se prend entre 4 et 6. Alors, le 4 est très sévère, hein, de but FC, mais la moyenne est à 5,58. On va dire qu'il se prend grosso modo 5-6, quoi. Et en fait, Dembélé, il fait un match, je mets plutôt côté droit, pas bon dans la finition. J'allais dire, j'ai mis plutôt bon dans la finition. Qu'est-ce qui m'a pris dans le sens du jeu est vraiment pertinent pour l'équipe. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que Dembélé, vous voyez, il laisse l'espace assez intéressant. D'ailleurs, pour une fois que je peux faire les comparaisons en direct, on a vraiment Gvara qui était sur ce côté gauche, Désiré Doué qui a un petit peu permuté, Dembélé qui a cet espace, et en fait, tac, quand tu compares aux latéraux aussi, tu vois que c'est pas exactement les mêmes positionnements. Tu vas avoir un Hakimi qui est un peu plus proche de sa ligne et Nuno qui à certains moments était un peu plus dans le milieu de terrain, et surtout Zaïre Emery, je disais très très mobile, qui a été beaucoup sur la gauche, João Neves un peu plus en retrait. Mais bref, Ousmane Dembélé en fait aujourd'hui, d'ailleurs, on voit la stat de tir là, automatiquement calculée par SofaScore. Bah oui, but attendu 0,5, il en met aucun. Enfin bref, bon, on s'en fout. Ce qui est intéressant en fait, et ce que je trouve vraiment très cool à analyser dans les matchs de Dembélé, c'est que même dans les matchs comme ça où c'est pas le meilleur des Parisiens, où en termes de finition, c'est ce qui plombe la rencontre de Dembélé. Tu te dis à pas mal de moments qu'il aurait pu faire mieux devant les buts, et encore une fois, t'aurais pas le même jugement de la prestation de Dembélé avec un match qui termine à 2-0 et une victoire, ou avec un match où tu fais 2-2, là t'aurais vraiment ragé sur les ratés de Dembélé, et à match égal, Dembélé n'aurait pas eu la même note, même si c'était deux buts que tu te serais pris à cause de Safonov, Marquinhos, Pacho. Dembélé aurait fait exactement le même match, mais il y aurait eu 2-2, t'aurais pas eu des 5-6 pour Dembélé, t'aurais eu des 4-5. Mais bref, malgré tout, je trouve qu'il est hyper intéressant, hyper pertinent, parce que des joueurs qui arrivent à s'inclure comme ça dans le jeu du Paris Saint-Germain, il n'y en a pas beaucoup. En fait, Dembélé est vraiment, un peu comme Vitinha, un des joueurs qui est porteur de l'ADN du PSG. Et ça m'interrogeait beaucoup d'ailleurs en cours de saison, parce qu'on avait la réflexion autour de Dembélé. Et moi, je me disais, bah, si tu as un Dembélé moins bon, qui est-ce qui va pouvoir le remplacer? Et en fait, la réponse, c'est, j'ai pas envie de dire personne, faut jamais dire personne dans le football. Mais en fait, Dembélé, aujourd'hui, il évolue dans un registre qui est tellement atypique. On parle parfois de la difficulté qu'on a à situer le profil de Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian Mbappé doit être comparé aux autres numéros 9 parce que c'est pas forcément un vrai 9? Bref, vous connaissez tous les débats. Dembélé, tu le compares à qui? Tu le compares à quoi? C'est même sitemap, hein, regardez-moi ça. Alors, vous allez me dire, il est très offensif. Oui, mais t'es dans un match où t'as 74% de possession. 74% de possession, il est haut, mais il est pas si haut que ça non plus. Et en plus, il touche. Alors, où c'est qu'on voit déjà les ballons touchés dans ce truc? Il touche 88 ballons. C'est évidemment pas un match de numéro 9, c'est pas un match d'ailier, c'est pas un match de numéro 10 non plus, mais quasiment en fait. Parce que tu regardes justement les courses que Dembélé va faire, c'est des courses qui souvent partent du milieu de terrain, où il va vraiment verticaliser le jeu, où il va aider son équipe à progresser. Alors, toutes les chevauchées n'ont pas été hyper pertinentes au cours de la rencontre, mais il y a eu des bonnes choses. Et c'est pareil sur le jeu de passe, vraiment, même dans les petits espaces. Il y a beaucoup de passes, vous voyez, qui sont des passes courtes, qui sont des passes réussies, mais où il a vraiment été très très dense. Et en fait, Dembélé, c'est un joueur qui aujourd'hui a un profil assez unique, en fait. Même, il va être le, entre guillemets, plus gros dribbleur de la rencontre avec Zaïre Emery. Je dis entre guillemets, parce que ce qui ressort en stade de dribble, des fois t'as dribble et dribble, tu peux avoir des choses, je vais pas dire assimilables à du dribble, mais c'est un peu l'idée et qui sont pas comptés pour autant là-dedans. Et quand tu regardes en fait la hitmap du Paris Saint-Germain, donc là avec tous les joueurs que tu vas juste sélectionner derrière Dembélé, ah oui, Dembélé il est pile dans la très très grosse zone d'influence du Paris Saint-Germain. Donc en fait, je dis que Vitinha est le faiseur de jeu du Paris Saint-Germain, ce qui est une vérité, mais Dembélé aussi. Et quand tu compares, pour bien vous faire comprendre mon propos sur la hauteur de Dembélé, quand tu compares la hauteur de Vitinha et de Dembélé, il y a une différence, hein, évidemment. Mais Vitinha, sur le papier, il est
numéro 6. Alors, sur le papier est hyper con. Vous en rendez compte avec la heatmap, mais ça vous le montre bien, quoi. Donc en fait, ce Paris Saint-Germain a une capacité, même quand Vitinha va pas faire la prestation jugée du siècle, même quand Dembélé va pas faire la prestation jugée du siècle, ce Paris Saint-Germain a des joueurs qui arrivent à fonctionner suivant les mécaniques de Luis Enrique, et derrière, c'est implacable en fait. Et d'ailleurs, on va y revenir, hein, parce que ça va être aussi un gros point dans mon analyse de Liverpool, ce côté implacable. C'est pas pour rien qu'Arne Slot a eu cette approche. Marquinhos et Ekitike, c'était le duel qu'il lui fallait. Vous me connaissez, je suis jamais de mauvaise foi. Alors je peux me planter, je peux dire de la merde, je peux avoir des mauvaises analyses, il n'y a aucun problème là-dessus. Après tout, je pense qu'on peut tous en avoir, je fais pas exception à la règle. Mais j'essaie de jamais être de mauvaise foi. Marquinhos, c'est pas le défenseur central que j'aime le plus. Je le dis très franchement. Alors, paradoxalement, je l'aimais énormément à une époque. Mais vraiment, c'était un joueur que j'adorais. Quand il était plus jeune aussi, je le voyais comme le futur numéro 1 au poste. Je m'emballais peut-être un petit peu, vous allez me dire. Mais là, depuis peut-être, j'aurais du mal à situer, mais on va dire 2 ans, un peu au pif, je trouve parfois physiquement, il se fait dépasser, qu'il ne m'inspire pas confiance, que finalement, c'est peut-être pas pour rien qu'un joueur comme Pacho s'est imposé comme le patron, alors que c'est une jeune recrue qui a débarqué au Paris Saint-Germain, et en seulement 1 an, il a mis tout le monde d'accord. Normalement, quand ton capitaine est un mec qui est une référence mondiale, un mec comme Pacho, aussi fort soit-il, il doit pas être le patron. En fait, t'es censé avoir un patron. S'il y a un mec qui débarque et qui déloge le patron tout de suite, aussi doué soit ce mec, parce qu'évidemment Pacho est doué, il y a un sujet. Donc voilà, j'avais quelques petits doutes sur Marquinhos, mais là, félicitations Marquis en fait. Les notes de Marquinhos sont excellentes, hein, évidemment, ça tourne autour de 7, amplement mérité. C'est un des Parisiens qui a été extrêmement apprécié avec ce bon vieux Pacho. Et en fait, je dis Ekitike est un bon joueur pour Marquinhos parce qu'ils sont un peu retrouvés en duel en fait. C'est 2 joueurs qui se sont souvent affrontés au cours de la rencontre, et en fait, j'ai trouvé Marquinhos supérieur en tout point. Là où Marquinhos peut me faire peur, c'est s'il se retrouve face à un Golgoth de Première Ligue. Tu lui mets un mec qui fait 2 mètres pour 100 kilos, j'exagère, mais vous avez un peu l'idée. Je pense que Marquinhos, il se fait détruire. Hugo Ekitike, c'est pas exactement ça. Hugo Ekitike, c'est pas non plus le plus grand des renards de surface. C'est un joueur qui est mobile, qui est intelligent, qui est technique, qui a une grande dimension tactique dans ses qualités. Et en fait, je trouve que c'était un excellent joueur à gérer pour Marquinhos. Il fait une très très bonne rencontre, le Brésilien. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Je vais un petit peu m'arrêter sur les performances individuelles du Paris Saint-Germain, mais si je vous ressors un petit peu mon avis, on y reviendra sur la lecture globale de la rencontre de Liverpool. J'aurais des choses à dire sur ces zones de heatmap, sur les ailiers, sur pas mal de choses du côté de l'approche de notre cher Arne Slot. Mais sur la rencontre globale du Paris Saint-Germain, ouais, c'est ça que j'ai envie de retenir, c'est que on n'a pas forcément des joueurs qui individuellement nous ont tous sorti des rencontres exceptionnelles, mais déjà, tu as un plateau bas qui est hyper haut. T'as aucun joueur qui, pour moi, au cours de la rencontre, mérite moins que 5 ou 6, en fait. Dembélé a eu du raté, mais j'ai longuement développé sur pourquoi je l'ai apprécié. Vitinha, quoi qu'on en dise, c'est peut-être pas flamboyant, mais ça reste un match très très bon. En fait, t'as un plancher bas qui est très haut, et t'as des joueurs qui, avec le surplus de talent que tu vas avoir d'un Gvara, d'un Désiré Doué, vont faire la différence, mais surtout, en fait, t'as une machine implacable en face. Et justement, les notes de Liverpool, alors je vais pas trop m'attarder sur les notes, la presse française est plus dure, mais bon, au bout d'un moment, on s'en fiche un peu. J'ai pas l'équipe qui est ressortie ici, mais bref, on s'en fout. Je me suis noté également Isaac entrant. Bah ouais, ça là, vous voyez, c'est la petite fiche maxi-foot de Alexander Isaac. Alexander Isaac qui est rentré pour jouer 12 minutes, il a remplacé Hugo Ekitike. Je vous le remontre. Est-ce que vous comprenez le problème? Est-ce que vous comprenez ce qui me gêne? Alexander Isaac. Alexander Isaac qui débarque à Liverpool après un drama lié à un départ de Newcastle qui s'est fait dans la douleur. C'est un joueur qui a une préparation estivale incroyablement complexe. C'est un joueur qui au début de saison était nul à chier avec Liverpool. Je suis désolé, les mots sont violents.
Mais il faut le dire, et je le dis avec d'autant plus de facilité qu'on connaît le niveau d'Alexander Isak. C'est clairement pas celui qu'on a vu avec Liverpool en début de saison. Et après ces tristes prestations, qu'est-ce qui se passe? Patatram, grosse blessure. Il manque 1, 2, 3 mois de compétition. Même un peu plus de 3 mois, hein, parce que vous voyez, avant la fin décembre, il était déjà absent, et il revient aujourd'hui le 9 avril, enfin le 8 avril, pour le match d'hier. Tu le fais rentrer. Alors je veux bien, hein, le côté c'est un joueur de talent, il peut renverser ça à tout moment, etc. Mais bon, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Les notes ont été lamentables, hein, pour les joueurs de Liverpool. Il n'y a pas grand-chose à dire. Un peu meilleur de la presse anglaise et des supporters. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un respect du Paris Saint-Germain, de ce qu'ils ont fait et de comment tu pouvais résister chez les Reds. Et en fait, surtout, le gros point négatif de Liverpool, l'homme qui a une mauvaise note, qui plombe la performance, je l'ai dit, c'est un homme qui n'est pas noté, c'est Arne Slot. L'éléphant au milieu du couloir, c'est donc cette défense à 3. Défense à 4, par exemple, face à Manchester City. Hein. Défense à 3 ici, avec Gomez, Van Dijk, Konaté. Une défense à 3 qui, en plus, a été couplée à du marquage individuel qui a été relativement défaillant. Et en fait, la problématique, c'est que Arne Slot est parti d'un principe simple, c'est que tu pouvais visiblement pas lutter face au Paris Saint-Germain et sa capacité à avoir le ballon. Et que du coup, il a pas forcément essayé de jouer sur ses forces. On a par exemple un Mohamed Salah qui a pas joué une minute au cours de la rencontre, faut s'en rendre compte. Il a essayé de combler un petit peu ses faiblesses et avec 3 défenseurs centraux, avec des pistons qui du coup n'avaient pas exactement la même liberté sur le terrain, tu t'es dit pourquoi pas. Mais en fait, avec tes 3 défenseurs centraux, tac, 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 vous les voyez bien. Tu t'es retrouvé avec Gomez et Konaté qui étaient quasiment à disputer du 1 contre 1 face aux ailiers du Paris Saint-Germain. Je sais pas d'ailleurs si je vous le mets, si tu as lancé des 1v1 avec les ailiers. Mais en fait, déjà ton marquage individuel il n'a pas marché. C'était peut-être une méthode pour essayer de mieux contenir un PSG qui est extrêmement difficile à lire quand tu es en zone parce qu'il y a beaucoup de permutations. Il y a beaucoup également de dépassements de fonction de la part de certains joueurs. Tu sais qu'un Hakimi, ça peut monter très haut, ça peut faire très mal. Tu sais qu'un Nuno Mendes, c'est la même chose. Mais bref, ça n'a pas marché. Tu t'es retrouvé avec des défenseurs centraux qui faisaient parfois du 1v1 face à leur vis-à-vis leur vis-à-vis de fait qui étaient les ailiers, même si c'est pas censé être leur vis-à-vis dans les. Mais bon, en théorie, mais dans les faits, c'était le cas et ça a sombré. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangé avec ça, et je le mets là, approche de perdant. Personne ne peut lutter avec la possession du Paris Saint-Germain, c'est faux. Oui, le PSG est une équipe formidable, son cadre collectif fonctionne très bien, je l'ai dit. Le pressing du PSG est également quelque chose d'absolument redoutable. Peut-être que tu avais un peu plus de sécurité à la relance avec ce choix d'Arne Slot, mais c'est faux. Tu peux embêter le Paris Saint-Germain dans sa relance. Tu peux embêter le PSG dans sa relance parce que t'as pas forcément un Pacho qui est insensible à la pression, parce que Safonov, c'est peut-être pas le meilleur gardien d'Europe jeu au pied, parce que quand t'as des joueurs qui sont dans un mauvais jour, comme au hasard Vitinha, oui, il y a peut-être un peu moins de solutions techniques magiques du côté du Paris Saint-Germain, et même dans le passé, on a vu Paris être capable de souffrir d'une pression adverse. Alors je dis pas que c'est simple, et je comprends qu'Arne Slot ait fait un choix qui visait à essayer de jouer sur d'autres choses, mais j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on a vu le Paris Saint-Germain souffrir, c'est un Paris Saint-Germain qui a vraiment souffert d'en prendre plein les dents par un pressing adverse haletant et qui s'est retrouvé un peu pris à la gorge. Et j'ai l'impression que quand tu joues en essayant de minimiser tes faiblesses, limite la peur au ventre face à Paris, ça ne réussit pas. Alors, je doute pas qu'Arne Slot a une bien meilleure lecture que moi de la situation. Je ne doute pas que ce pari aurait pu être gagnant pour Liverpool. Mais en fait, pour moi, tout découle de ça en termes de problèmes au cours du match. Szoboszlai, que j'aime tant, j'ai même pas regardé les notes que c'était pris Szoboszlai dans ce que je vous ai sélectionné. Szoboszlai,
Flashscore qui lui met 2, ok. Moi, je serais quand même plus à le mettre 5, hein. 5, 6 même peut-être. Bon, 6, je pousse un peu, mais a été un peu moins brillant qu'à l'habitude, et en fait, c'est pas un milieu naze que tu as du côté de Liverpool, et même si je reprends le Manchester City-Liverpool, ce match est un bel exemple. Voilà, vous voyez le début du match, là. Ça, c'est les temps forts, les attaques momentum. Liverpool n'a pas complètement raté son début de match face à Manchester City. Si vous n'avez pas vu le match, c'est peut-être dur à accepter, parce qu'il y a 4-0, on se dit qu'ils se sont fait broyer, mais si on prend les stats de la première mi-temps, Liverpool n'est pas très loin en termes de possession, ils l'ont même en seconde d'ailleurs. En termes de tir, ils arrivent à se procurer des occasions, et en fait, il y a eu un gros craquage avant la mi-temps et après la mi-temps, mais Liverpool a quand même fait des choses assez intéressantes, je trouve. Donc, c'est pas une équipe où il fallait vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je trouve en fait qu'Arne Slot est en manque de solutions. J'ai beaucoup d'interrogations en fait autour de ça. Florian Wirtz fait pas un mauvais match, mais finalement avec les deux devant, est-ce que tu as réussi à véritablement le servir autant que tu voudrais? Pas forcément, hein. Je suis dans l'incompréhension de ce qu'est en train de faire ce coach depuis déjà pas mal de temps, et en fait, tu regardes, des ballons touchés, ça fait un petit peu pitié quand tu compares au Paris Saint-Germain. L'idée, c'est pas simplement de dire « Ah, ils ont touché moins de ballons », évidemment, ils ont eu moins de possession. Mais c'est que le Paris Saint-Germain a réussi à servir ses attaquants dans des zones intéressantes. Liverpool, t'as des attaquants qui ont été servis. Merde, pas le bon match. T'as des hitmaps intéressantes également, parce que tu te rends compte que t'as des joueurs intelligents qui peuvent redescendre, mais derrière, patatras, 0,17 expected goals, 0 grosse occasion, total des tirs, 3, et je vous mets les tirs de Liverpool. Alors le tir de Florian Wirtz à la 73e est dans la surface. Et sinon, voilà, hein. Un tir d'Hugo Ekitike ici, un tir de McAllister ici, le fameux tir de Florian Wirtz, on passe du côté du PSG. Si je prends juste les tirs de Guevara, on se retrouve avec beaucoup plus de danger. En fait, je trouve qu'avec cette composition, Arne Slot a complètement annihilé les chances de son équipe. Et tu te rends compte que tu as beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à sortir un match exceptionnel. Mais en fait, c'est même pas un Liverpool qui a sombré individuellement à mon goût. J'aurais du mal à vous dire ce joueur de Liverpool a sorti un match absolument honteux. Alors tu peux avoir des polémiques sur la petite poussette je crois que c'est Konaté qui fait une petite poussette qui aurait pu amener un penalty, où il y a eu une grosse incompréhension là-dessus. Tu peux parler de Van Dijk qui semble accuser un petit peu son âge à certains moments. Évidemment, Ekitike qui s'est fait éteindre par Marquinhos, mais pour moi c'est surtout de l'approche tactique en fait. Et ce qui est marrant, c'est que le succès du Paris Saint-Germain, je le dessine vraiment à travers Luis Enrique, sa formule, et ces joueurs qui, même quand ils sont moins bons, sont tellement dans des chaussons dans ce collectif, qui savent ce qu'ils ont à faire. CF Ousmane Dembélé, finition ratée, mais c'est pas grave, son match à mon goût est quand même ok. Et t'as l'inverse avec ce Liverpool qui ici a essayé d'innover un petit peu, qui a essayé de surprendre le Paris Saint-Germain, mais qui n'y est pas parvenu. Alors il y a la fameuse question du match retour, on en reparlera. Je vais pas en parler pendant des heures ici, hein, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas aller à Anfield, tu vas essayer de remonter ça. Les Reds vont essayer de remonter ça, le Paris Saint-Germain va essayer de maintenir l'avantage. Alors oui, c'est le football, rien n'est gagné d'avance, tout peut toujours se passer, on est d'accord sur tout ça. Et je pense que Liverpool, en termes d'approche tactique, a un avantage, c'est qu'ils peuvent pas plus se planter que lors de ce match aller. Une fois qu'on a dit ça, faudrait vraiment une très très grosse capacité à se réveiller du côté des Reds pour faire mal à ce PSG, parce qu'en fait, ce PSG a une grande qualité, c'est la résilience. C'est une équipe qui s'est retrouvée assez souvent... assez souvent, on s'entend, hein, mais à être mené d'un but au cours d'une rencontre, à pas paniquer, à pas déjouer, à pas changer son football, et c'est toujours ce que je vous disais. Le plan de Luis Enrique, il est très clair, les joueurs sont désormais habitués à ça, t'es dans des petits chaussons, donc même si tu te retrouves dans une situation où ça commence à puer un peu, il n'y a pas d'irrationalité qui aujourd'hui semble autant pouvoir infuser dans le jeu du PSG comme ce que c'était à une époque désormais lointaine, fort heureusement pour nous, où le PSG était le principal ennemi du Paris Saint-Germain. Donc bon courage à Liverpool,
Pas tant parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que ce boss-là, c'est un joueur exceptionnel. Florian Wirtz, il fait un bon match dans la mesure du possible au cours de cette rencontre. T'as quand même des joueurs de talent dans ce Liverpool, quoi qu'on en dise. Enfin, Liverpool, je reprends, tac, notre petit classement de première ligue, je le mets à l'année dernière. C'est bon à rappeler. J'avais oublié par contre qu'ils finissaient comme ça la saison. Mais c'est bon à rappeler quand même. Liverpool, la saison dernière, ils sont premiers. Ils ont plus 45 buts en différence de buts. Ils marquent 86 buts au cours de la saison. Arsenal, qui sont deuxièmes, ils en marquent 69. Liverpool est une équipe qui s'est beaucoup transformée. Il y a eu des changements, mais quand même, tu gardes une certaine colonne vertébrale. C'est pas une équipe de tocards, mais le Paris Saint-Germain m'inspire une telle confiance, parce qu'on peut se dire que Liverpool ne peut pas faire pire en termes d'approche tactique de la rencontre, mais si on revient aux notes des Parisiens, on peut quand même s'estimer un petit peu déçu par le match de Dembélé, on peut quand même s'estimer un peu déçu par le match de Nuno, on peut quand même s'estimer un peu déçu du match de Vitinha, sans dire une nouvelle fois qu'ils sont mauvais. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que c'est du coup pas délirant de se dire qu'un Ousmane Dembélé fera un meilleur match au retour. Bah si un Ousmane Dembélé fait un meilleur match au retour, voilà, ça va être très compliqué. Bref, vous avez un petit peu mon avis sur cette rencontre. Match très très intéressant, et j'insisterai, je redirai un truc qui est pas directement lié au match, mais qui pour moi est vraiment le truc cool de ce PSG en ce moment qu'on mesure pas assez, c'est que Zahir Emery a fait un très bon match. Zahir Emery répond aux attentes du côté du Paris Saint-Germain, et du coup ça t'évite d'avoir un drama trop important avec la situation médicale de Fabian Ruiz, qui va bientôt faire son retour, j'en doute pas, mais imaginez le PSG qui perd le match aller face à Liverpool, Zahir Emery qui est honteux. Bon, ben les articles sur Fabian Ruiz, ils auraient pas eu exactement le même ton. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine. Kiffez bien votre journée, salut.